Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre directeur du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État et du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les responsables des organes de presse publics et privés, Mesdames, Messieurs les reporters et autres professionnels des médias, distingués invités. Après la nuit, le soleil apparaîtra. Cet adage qui peut passer aujourd'hui pour un disque rayé a tout son sens ce matin. Pendant près de 2 ans, Mesdames, Messieurs, le génie congolais s'est mis en rang serré pour mener moult tractations avec le Fonds monétaire international pour l'aboutissement d'un accord en faveur de notre pays au titre de la facilité élargie de crédit. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, pendant les négociations, le sujet FMI a alimenté les conversations dans les ménages, les transports en commun, les nganda, les administrations, dans la rue, bref. Hors du cadre technique, et qui dit rue, vous le savez, dit polémique et sous-information. Chers journalistes, au lendemain de cet accord donc, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu la géniale idée de nous réunir tous ici, ce jour, pour décortiquer l'accord, en tout cas pour nous donner les armes nécessaires afin d'éclairer la lanterne des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs et internautes, mais et surtout la lanterne de la population. Il est clair qu'une question cependant brûle les lèvres des nombreux Congolais. Allons-nous subir une nouvelle pression sociale comme dans les années 90? Les chefs de famille, eux, vont-ils devoir s'arracher les cheveux? En somme, qu'allons-nous vivre maintenant que l'accord est là? Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, Monsieur le Premier ministre dira son mot liminaire, puis nous ouvrirons une première liste de questions. Vous le savez, des questions libres, mais évidemment liées à l'actualité. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il vous plaise de prendre la parole. Les discussions avec le Fonds monétaire international ont été ouvertes à la suite de la décision commune prise par les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, le 23 décembre 2016 à Yaoundé. Il s'agissait de négocier et de mettre en œuvre, avec l'aide de cette institution, j'ai cité le Fonds monétaire, des programmes de redressement économique et financier en réponse à la crise économique provoquée notamment par la chute brutale des coûts du pétrole après 2014. L'engagement de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans la conclusion d'un programme économique et financier avec le soutien de FMI, avait pour but de conforter la crédibilité financière intérieure et extérieure du Congo, de stabiliser la situation économique et financière et de donner les moyens à notre pays de prendre sa part à l'effort communautaire du rétablissement des réserves de change. Ainsi, la CEMAC, dans un élan solidaire et responsable, se met en position de mieux affronter d'éventuels nouveaux chocs économiques dans l'avenir et de prévenir de nouvelles crises. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire a approuvé il y a exactement une semaine, le 11 juillet dernier, le programme du Congo, assorti d'une aide financière. Ce sont 448 millions de dollars que le FMI s'est engagé à débourser au profit du Congo dans les 3 années qui viennent, à condition bien entendu que les réformes prévues dans le programme soient mises en œuvre, ce que le gouvernement est fermement déterminé à faire. Ce programme n'est pas le premier du genre. Il y en a eu d'autres par le passé, souvent avec des contextes un peu différents.
Cette décision du FMI est une bonne nouvelle pour le Congo et pour tous les Congolais. Elle marque l'aboutissement des discussions initiées depuis de longs mois en vue de trouver un accord sur un plan d'aide financière au Congo, non seulement du FMI, mais aussi des autres institutions internationales, dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Au total, en comptant aussi l'aide qui sera apportée par nos partenaires bilatéraux, dont la France, ce sont 780 milliards de francs CFA annoncés, la BAD de 262 milliards, le FMI 259, la Banque mondiale 171 milliards, la France 89 milliards. C'est bien ces sommes qui seront versées dans les 3 prochaines années. Cette aide soutiendra de manière décisive les efforts conduits par le Congo pour rétablir les équilibres macroéconomiques, assainir les finances publiques et reconstituer le niveau de nos réserves de change qui posent problème, comme vous le savez. L'approbation du programme par le Conseil d'administration du FMI marque l'aboutissement d'un long processus de négociation. Sa réussite repose sur la poursuite des efforts déjà consentis par tous les Congolais. Nous sommes convaincus que sa mise en œuvre permettra, dans les prochaines années, de retrouver une économie forte et des finances publiques solides au bénéfice de l'ensemble de la population. Le programme prévoit un effort d'assainissement des finances publiques reposant sur une meilleure mobilisation de la ressource fiscale et une maîtrise des dépenses dans la continuité des mesures déjà prises et mises en œuvre dans le cadre des budgets des exercices 2018 et 2019. Il préserve ainsi la capacité de l'État à investir dans les infrastructures et à financer les programmes sociaux au bénéfice des populations les plus vulnérables en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'eau, à l'électricité et à la promotion de la femme. Il améliore la gouvernance dans toutes ses composantes. Le rétablissement de nos finances publiques suppose en outre un réaménagement de notre dette publique. Nous avons signé avec la Chine un accord de rééchelonnement de la dette qui contribue à rétablir la viabilité de la dette publique à long terme. Je remercie une fois de plus très chaleureusement tous nos partenaires pour l'effort qu'ils ont consenti en faveur du Congo. Le rétablissement de la viabilité de la dette publique passe par une restructuration des créances détenues par des négociants en pétrole. C'est l'occasion d'appeler nos partenaires commerciaux à reprendre les discussions de bonne foi sur une restructuration de la dette permettant de rétablir durablement la viabilité de notre dette publique et d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit. Les efforts d'ajustement budgétaire du gouvernement et ceux consentis par nos créanciers et l'aide apportée par nos partenaires au développement vont améliorer nos finances publiques pour permettre une bonne exécution de notre PND 2018-2022 qui en est la matrice. Cette amélioration permettra à l'État de rembourser progressivement, après audit, les arriérés intérieurs accumulés au cours des dernières années. Le remboursement des arriérés intérieurs va contribuer fortement à renforcer le système financier et à relancer l'activité économique. Je voudrais ici exprimer ma déférente gratitude au président de la République, au chef de l'État, pour le leadership qu'il n'a cessé d'exercer dans tout le processus de négociation. Son appui personnel
nous a été fort utile. Je formule mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'avènement de ce programme soutenu par la facilité élargie, notamment les membres du gouvernement directement impliqués dans le dossier, les membres du comité technique et tous les experts nationaux qui ont été mobilisés pour la cause, les conseils de la République qui ont été recrutés pour la circonstance, et enfin et surtout, le peuple congolais pour sa maturité, sa patience et sa résilience. Pour conclure, je dirais que l'approbation de ce programme par le Fonds monétaire, car il s'agit bien de notre programme, marque un pas décisif vers le renforcement des bases de l'économie nationale. Ainsi, le Congo s'est donné des atouts indéniables pour poursuivre sa marche vers le développement. Le gouvernement est totalement engagé pour la réussite du programme qui est la condition indispensable au rétablissement, je l'ai dit, des équilibres macroéconomiques, à la restauration et la consolidation de la confiance des partenaires économiques et financiers en notre pays, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à l'amélioration de la gouvernance. Ce sont ces défis que le gouvernement va maintenant relever avec l'appui bienveillant et vigilant de tout notre peuple. Merci. Mesdames, Messieurs de la presse, chers collègues, voici donc ouvert ce deuxième volet de notre rencontre, la phase des questions-réponses. L'essentiel des journalistes est placé au centre de la salle. Nous avons deux hôtesses dans les extrémités de cette rangée avec des micros pour ceux qui ont des questions à poser à Monsieur le Premier ministre. Nous vous le rappelons, c'est vraiment à bâton rompu. Monsieur le Premier ministre est disponible et disposé à répondre à toutes vos questions. Vous les poserez librement. Nous ouvrons la liste. Vous déclinez votre identité et l'organe de presse auquel vous appartenez. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voulais oser quelque chose. D'abord, au nom de la presse, si les confrères ici m'en reconnaissent l'autorisation, c'est d'abord féliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers vous, vous-même, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement et votre équipe, d'être parvenus à la signature de cet accord qu'on attendait tant avec le Fonds monétaire international. C'est vrai que ça a été long, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma première préoccupation a un caractère social. Dans votre réaction, après l'approbation de l'accord par le Conseil d'administration du FMI, vous avez dit que le plus dur commence pour nous. Alors, du côté des travailleurs, des retraités, du côté social, on se rappelle que le FMI est une institution exigeante qui a déjà laissé un mauvais souvenir dans le pays. Est-ce que de nouveau, le FMI vient le couteau entre les dents pour chercher à couper les têtes dans la fonction publique, réduire les salaires, bref, rendre la vie dure aux Congolais? Est-ce qu'il y a-t-il eu une évolution du côté du FMI pour faire que cela ne soit plus comme avant? Deuxième préoccupation, Monsieur le Premier ministre, vos compatriotes en parlent beaucoup. Le pays était hyper endetté à partir des années 80-90. En 2010, le Congo a eu le PPTE, l'initiative des pays pauvres très endettés, qui nous a fait bénéficier d'une importante réduction de notre dette. Nous étions en 2010. 7 ans après, en 2017, Monsieur le Premier ministre, le pays était de nouveau surendetté. Alors, le FMI nous accorde en quelque sorte comme une seconde chance. Vos compatriotes se demandent avec nous,
est-ce qu'il y aura une incidence politique de la décision du FMI en nous accordant son accord? Dans ce sens que, est-ce que, avec les mêmes hommes, on ne va pas retomber dans les mêmes travers qui conduisent le pays à un endettement excessif? Je vous remercie. Je suis Boniface Obambi de Radio Congo. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Joachim Banza a déjà félicité le gouvernement et le président de la République au nom de tous les journalistes. J'en fais partie. Je reviens sur votre déclaration depuis Sibiti dès l'annonce de cette bonne nouvelle. À cette occasion, vous avez déclaré, Monsieur le Premier ministre, que le plus dur à faire reste la bonne manière de gérer la chose publique. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que Monsieur le Premier ministre entend concrètement par la nouvelle manière de gérer la chose publique. Ça, c'est la première question. La deuxième, Monsieur le Premier ministre, est-il possible de parvenir à une bonne gouvernance sans une réelle séparation des pouvoirs? En d'autres termes, une nouvelle gouvernance, une bonne gouvernance sans une justice libre et indépendante. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je me présente, Loïcia Martial. J'interviens pour le compte RFI et de l'agence France Presse. J'ai deux petites questions d'éclaircissement. La première, j'aborde un peu dans le sens de Banza, mais je vais autrement. En 2010, nous avons atteint le point d'achèvement et au moins 80% de la dette du Congo ont été effacées, pour ne pas dire annulées. La question, c'est celle de savoir, entre l'accord qui a permis l'effacement de la dette du Congo et le présent accord qui fait l'objet de votre conférence de presse, quel est l'accord qui vous jette le plus de baume au cœur? Deuxième et dernière question, quand on voit l'accord signé le 11 juillet, le mot qui retient l'attention des économistes, je dirais, c'est la facilité élargie de crédit. Quand on dit crédit, on dit prêt. Et quand on dit prêt, on dit remboursement. La question est celle de savoir, c'est peut-être trop tôt de la poser. Comment se passera ce remboursement? Quelles sont les modalités de remboursement de ce prêt auprès du FMI? Merci. Monsieur le Premier ministre, je me présente, je suis Monsieur Borja Samba, je suis directeur de l'information de la télévision nationale. Monsieur le Premier ministre, j'ai suivi avec attention les remerciements que vous avez adressés à tous les acteurs impliqués dans le dénouement heureux de ces longues et harassantes négociations entre la République du Congo et le Fonds monétaire international. À la lumière de ce que nous avons écouté le 14 juillet dernier à l'ambassade de France, je fais allusion au conseil de l'ambassadeur de France sortant au gouvernement de la République du Congo, on a eu la nette impression que l'issue de ces négociations est due dans une large mesure à la France. Et j'attendais d'écouter dans les remerciements que vous avez adressés, particulièrement à la France certainement, parce que lorsque l'ambassadeur de France se permet de faire presque un recadrage, donner des conseils pointus au gouvernement dans le cadre de la gouvernance, cela ne sort pas de l'ordinaire, mais ça pose quand même à s'interroger sur la réelle implication de la France dans le dénouement heureux de ces négociations. Merci encore, Monsieur le Premier ministre. Noël Marius Esaka, journaliste à Radio Congo. Monsieur le Premier ministre, le chiffre est connu, 448 millions de dollars octroyés au Congo par le Fonds monétaire international en 3 ans. Et si on pouvait faire des petits calculs, on est autour de 80 milliards de francs CFA l'année. Ma première préoccupation, quel intérêt contacter une telle dette
dont le décaissement est conditionné par plusieurs exigences, alors qu'avec nos propres ressources, nous avons pu mobiliser des budgets allant à plus de 2 000 milliards. Ma deuxième préoccupation, le pays est vraiment dans une situation de surendettement. Mais le Congolais lambda pense que ces 448 milliards de francs CFA constituent encore une dette de plus. Troisième préoccupation, si le gouvernement pouvait avoir un plan de remboursement, devait normalement prioriser la diversification de l'économie. Et c'est à votre niveau en tant que chef du gouvernement, le gouvernement congolais a déjà monté de bons projets pour atteindre la diversification de l'économie, puisque dernièrement, vous avez annoncé que d'ici juin, en ayant de dépassement, la zone industrielle de Maluku devait démarrer. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Je suis Monsieur Guy Gervais Kitina pour les dépêches de Brazzaville. Monsieur le Premier ministre, ma question serait liée un petit peu à la première posée par mon confrère de RFI, parce que qui parle crédit, parle dette. Et aujourd'hui, donc le remboursement, puisqu'on sait que l'unique ressource pour le pays, c'est le pétrole. Et donc, j'ose dire que ce remboursement est adossé à l'évolution du cours du baril de pétrole. Aujourd'hui, il est un peu en hausse. On peut se targuer le luxe de dire oui, on est en mesure de le faire. Mais au moment où il peut baisser, est-ce qu'il y a des mesures envisagées, des mécanismes, en quelque sorte, des garde-fous pour faire face à ce remboursement en temps d'augmentation ou de chute du baril de pétrole? Merci. Bien. Mais première série, il y a eu 6 intervenants, donc 6 journalistes ont posé des questions. Mais naturellement, je vais m'efforcer d'y répondre. Je remercie M. Banza au nom de tout votre métier pour les félicitations sincèrement données au chef de l'État, au gouvernement. C'est souvent rare d'ailleurs qu'on félicite les gens qui sont au cambouis, qui sont au front. Vous connaissant, je sais que ces mots sont sincères. Et vous êtes posé la question qu'il y aurait peut-être un impact social. Le mot que j'ai prononcé à Sibiti pouvait naturellement faire l'objet de beaucoup de supputations. Le plus dur reste à faire. Est-ce que c'est encore le social? Est-ce que c'est encore le Fonds monétaire avec ses couteaux entre les dents? Où nous viendrons tout sabrer et poser des coupes partout pour mettre le peuple à genoux et peut-être même susciter des révoltes. C'est comme ça que nous avions l'image du Fonds monétaire. Je crois que dès le début, nous avons eu l'occasion de vous dire que l'institution aussi a évolué, elle a écouté les points de vue des gens, elle a aussi évalué sa propre pratique. Je voudrais vous dire, et ce programme aujourd'hui, le communiqué du Fonds monétaire en fait foi, vous pouvez lire. Je crois que le Congo a bénéficié d'un programme qui me paraît être un très bon programme. Quand je dis que ça sera dur, ce n'est pas parce qu'il y aura des coupes. Ce programme ne prévoit pas qu'il n'y a pas d'avancement des salaires, par exemple, des fonctionnaires. Ils continueront à avancer avec effet financier. Quand vous allez lire les comptes publics, la masse salariale de l'État, elle augmente nominalement. Tout en sachant qu'il y a des départs à la retraite, ça suppose que des actions seront posées également pour conforter la position sociale des fonctionnaires. Le même programme vous dit aussi qu'il faudra, et quand vous allez le lire, les montants inscrits dans le programme sont en hausse pour faire face
aux populations vulnérables, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et des populations les plus vulnérables, les pro-pauvres. Mais le même programme, lorsqu'il suscite que nous puissions avoir l'équilibre des finances publiques, derrière c'est quoi? On dit on ne mange pas l'équilibre. Mais si on mange l'équilibre des finances publiques, lorsque vous retrouvez l'équilibre, l'État retrouve la souplesse et fait face à tous ces engagements de façon automatique. Aujourd'hui, nous assurons les payes avec des petits glissements de date, mais on paye les fonctionnaires. Mais nous savons que tout ce qui est marge de budget public ne le sont pas toujours. Donc, quand l'équilibre est fait, ça veut dire qu'il y a la régularité de payer tout le monde, y compris nos boursiers, qui ne le sont pas aujourd'hui totalement. Donc, derrière l'équilibre, c'est aussi être capable d'aller dans nos hôpitaux, qu'on ne parle plus d'un manque de réactifs au CNTS. Parce que le programme prévoit des montants conséquents en faveur du secteur de la santé. C'est même dit de donner des ressources à ce type de secteur. Donc c'est un programme qui a un volet social très dense. Je ne vais pas tout citer pour vous dire que voilà, c'est par exemple derrière l'équilibre recherché au niveau des finances publiques, la concrétisation, c'est que derrière, il y a une attitude et des actions qui vont être favorables à tout ce qui est marge au niveau de ce budget. Vous avez des arriérés sur les partenaires. Également, s'il y a l'équilibre, ça veut dire qu'on peut maintenant payer tous nos arriérés intérieurs et extérieurs. Surtout intérieurs, nous connaissons le côté délabré de certains hommes d'affaires qui ont pratiquement fait faillite parce qu'ils ne travaillaient qu'avec l'État. Donc, le mot dur révélait simplement le côté des 48 mesures que j'ai ici, que nous sommes appelés à mettre en œuvre une à une et au plus tard en mars 2020. 40 mesures. Nous impulsons, mais c'est beaucoup d'acteurs pour mettre une mesure. Ça va impliquer bien sûr le gouvernement, ça implique nos parlements, ça implique nos partenaires sociaux, ça implique beaucoup de monde. Elles sont de nature diverse. Les finances publiques, les balances de paiement, la gouvernance, les rapports avec l'extérieur, la continuation de l'addition dans la restitution de la dette. Parce qu'on a une dette, mais il y a encore certains partenaires, je l'ai dit dans le mot, il faudra discuter encore avec eux. Donc le mot dur voulait révéler que nous allons être absolument résilients pour mettre en place toutes ces mesures et dans les délais. Parce que ici la notion dure, c'est un programme dans des délais préétablis qu'il faut absolument respecter. Parce que s'ils ne le sont pas à bonne date, votre programme n'est pas performant dans son exécution. Voilà la notion de dur, mais ça ne voulait pas révéler une capacité à ce budget, à ce programme, d'avoir un coût social très élevé. En réalité, ce n'est pas le cas. L'autre élément, c'était le PPTE, la dette, les pauvres très endettés. 7 ans après, on est à nouveau surendetté. Bon, quelle nouvelle chance on va se donner, incidence politique, est-ce qu'on va garder les mêmes hommes pour conduire les destinées du peuple? Si j'ai bien compris, c'est ça votre question. Je crois qu'il y a eu une occasion, j'ai pu m'exprimer sur la dette du Congo. On avait également montré qu'on avait atteint un niveau d'endettement, mais très très correct, pour ne pas dire pratiquement un pays qui n'était plus endetté. Plus on était à dessous de 20% de notre PIB. Donc on avait trouvé là un niveau extraordinaire de nos rapports avec l'extérieur. Donc la consolidation de la conscience du Congo vis-à-vis de tous ses partenaires, intérieurs comme extérieurs. On avait dit également à cette période que dans notre souci certainement de bien faire et de développer le pays, on engageait beaucoup de projets. Et on a lancé beaucoup de dépenses, souvent à un rythme accéléré, la municipalisation accélérée.
La conséquence, c'est qu'on a engagé beaucoup de choses. Au moment où nous avions des ressources. Mais je vous avais dit que 2014, on ne le disait pas encore assez, mais en réalité, il y avait une inflexion où la crise était déjà là, mais n'était pas encore bien perçue. Lorsque ce gouvernement est installé, je crois le 10 juin 2016, devant l'Assemblée, j'avais dit un certain nombre de mots pour dire que nous ne nous cachons pas la face. Il y a maintenant la crise. Elle est profonde. Tous les équilibres sont rompus. Pour des raisons diverses. La première cause officielle, c'est bien celle de la chute du prix du pétrole qui a été très brutale. À l'époque, j'aurais même dit on ne peut pas voir des pays qui, en l'espace de 2 ans, ont leur budget coupé par 2. Vous vous rendez compte, l'effort d'ajustement réel, comment il est ressenti cet effort? Mais c'est par quelques arriérés, par des gens qui ne sont plus payés. Ça, c'est un ajustement réel qui est fortement ressenti dans la vie des populations, des hommes d'affaires qui nous ont fait confiance. Donc, et j'avais dit aussi que le surendettement, il est apparu à peu de 117% du PIB, tout simplement de façon automatique. Parce que le numérateur, le dénominateur, le produit intérieur brut avait lui-même chuté. S'il avait augmenté de façon mécanique, il baisse. La norme tolérait 70%. Quand je venais aux affaires, j'estimais qu'on était autour de 45. Mais quand nous avons fait le point, on a maîtrisé tous les dossiers, on s'est rendu compte qu'en réalité, on était à un niveau explosif, donc pas soutenable. Maintenant, quelle incidence politique? Vous voulez qu'on coupe les têtes? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Parce que vous voulez dire qu'avec les mêmes hommes, est-ce qu'on pourra ne pas se retrouver dans une situation difficile? Je pense que ce côté quelque peu accusateur, il faut un peu le modérer. Parce que quelle est la cause qui est arrivée, le fait qu'on ait fait ces investissements? Souvenez-vous de tous les discours qu'on a tenus, de tout ce qui a prévu comme chaleur pour nous tous de voir développer des choses dans l'arrière-pays. C'était des programmes lourds. On avait des ressources, nos propres ressources. C'était un chantier, une fois engagé, il fallait absolument les finir. À l'époque, j'avais cité, par exemple, le grand stade. Il fallait le finir, il fallait quand même être dans cet esprit-là. Il fallait voir pourquoi on s'est retrouvé avec la nouvelle corniche, le nouveau viaduc fait dans des délais raisonnables. Je crois qu'on est bien content d'avoir ce raccourci dans des périodes. Ce n'était pas forcément inscrit dans des budgets, je vous l'avais dit. Mais vu l'urgence, ça s'est révélé ainsi. Aujourd'hui, ces choses sont faites, nous les évaluons, mais je suis mal placé, moi, de chercher à couper la tête d'un tel. Je dis simplement, vous avez posé une question, votre question a été entendue, mais mon rôle ici, ce n'est pas de couper les têtes, mon rôle, c'est de redresser les têtes. De les redresser pour qu'elles soient disciplinées pour relancer le pays. Le passé, je le regarde, je vous l'avais dit, j'ai besoin du rétroviseur, mais pas que le rétroviseur, j'ai besoin d'avancer pour que, y compris les gestionnaires d'hier, d'aujourd'hui et peut-être de demain, comprennent qu'on doit travailler sur un cheminement, sur quelques principes qui nous guident tous pour nous éviter quelquefois d'avoir beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de boulimie lorsqu'il s'agit notamment de l'investissement. C'est ce que ce gouvernement essaie de faire. Tempérer la boulimie de l'investissement lorsque vous n'avez plus de ressources qui vous appartiennent. Donc, il y avait quelquefois le désir de voir notre pays changer. Malheureusement, l'économie a ses réalités. On ne change pas un pays en moins de 4-5 ans. Donc, on donne le temps qu'il faut. Aujourd'hui, on va donner un vrai rythme, une vraie cadence qui est conforme à nos moyens pour éviter également de nous retrouver face à ces situations. Surtout que la ressource principale était elle-même par nature très fragile, le pétrole. Vous savez qu'elle intervenait pour plus de 70% dans les revenus de l'État. Monsieur Obambi pose la question, il est au Radio Congo. Il est partisan de la séparation des pouvoirs. Il penserait peut-être que les difficultés qu'on a vues, il y aurait donc un pouvoir trop puissant qui écraserait les autres. Et c'est pour ça
il souhaite bien qu'il y ait la séparation de pouvoir, notamment avoir une justice indépendante. Je crois que là aussi, parlant de la bonne gouvernance, les missions du Fonds monétaire qui sont venues ici 7 fois, qu'ils ont voyagé chez nous en l'espace de 2 ans. Mais la première mission, c'était la gouvernance. Ils sont allés d'abord par rencontrer le ministre de la Justice et tous les professionnels de la justice. De rencontrer des organes qui régulent la société civile, la Cour constitutionnelle, parce qu'ils avaient bien écouté le discours d'intronisation du chef de l'État, où il est revenu sur toutes ces questions, renforcer la gouvernance, faire de la rupture avec certains comportements déviants. Il fallait des changements dans des axes qu'il a bien donnés. Et dans cet espace qui a été de cette époque, les propos prononcés à cette époque, mais ils vous disent bien qu'on a besoin d'une justice réellement indépendante. Vous vous souvenez également qu'il y a eu des changements à la justice, mais des sanctions ont été prises. Mais le Congo n'avance qu'avec ses fils tels qu'ils sont ses fils et ses filles. Aujourd'hui, nous avons des magistrats placés dans des positions que vous connaissez. Nous comptons sur eux, qu'ils puissent nous délivrer la bonne justice. On n'inventera pas de nouveaux Congolais. C'est ceux-là nos magistrats. C'est tout de ça le corps judiciaire. Donc, votre inquiétude, il faut la tempérer parce qu'en effet, en tout cas pour le gouvernement, nous tenons à ce qu'il y ait, bien sûr, la liberté de la justice. Et je l'avais dit en d'autres temps, comment voulez-vous en bonne démocratie, s'il n'y a pas une bonne justice, tout le monde est en danger. Puis c'est eux qui sont appelés à réconcilier, à réparer les torts, de la manière la plus équitable, sans froisser qui que ce soit. En ce moment-là, donc, être juge, c'est une mission terrible. Donc, les magistrats m'entendent, ils ont écouté votre question, là aussi. L'intérêt de ce débat, c'est que les gens comprennent. Chacun se mire pour comprendre ce qui reste à faire, les pas à accomplir, dans la conclusion que je tirerai tout à l'heure. Le troisième intervenu, c'est M. Lucien Martial de RFI. Je vous entends souvent, d'ailleurs, développer dans votre mission des sujets qui concernent les événements au Congo, aux environs. Alors, votre problème, c'est de rappeler qu'en 2010, il y a eu le point d'achèvement, on a effacé la dette. Alors, l'accord projette, oui, c'est vous qui avez parlé de bombe au cœur. Bon, j'ai répondu tout à l'heure. Tout ce qui est là, le point d'achèvement. C'est vrai, le Congo avait atteint un niveau de désendettement exemplaire. Pour ce que je viens de dire, nous sommes retrouvés endettés. À la fois par une cause, parce qu'il y a eu décrochage de ressources, mais c'était un projet qui avait déjà démarré, au point que, avec certains partenaires extérieurs, si on verrait peut-être des questions qui parleront de la dette en détail, on a fini par s'endetter pour finir certains projets que vous connaissez tous. Et comme les dénominateurs avaient baissé, bien sûr, le pays s'est retrouvé largement endetté. Mais c'est quelque chose qui peut se corriger très vite. Si la croissance est au rendez-vous, elle est bien gérée, pour un PIB autour de 6 milliards, 7 milliards de dollars de CFA, pourvu qu'il y ait une vraie croissance, surtout dans le secteur hors pétrole, mais la dette, la richesse ayant augmenté, quand vous allez faire l'équation, on sera facilement en deçà de 70%. C'est l'intérêt du programme. En 3 ans, il faut qu'on soit dans la norme, parce qu'il y aura la croissance qui est projetée sur la période. Maintenant, la facilité, l'ajout de crédit, le remboursement, modalité de remboursement. Oui, cette facilité élargie du crédit, c'est une modalité du Fonds monétaire pour intervenir en faveur des pays qui ont des déficits de balance de paiement, des déficits du budget compte intérieur, et aussi quelquefois le fait qu'ils ont plus de devises, ou moins de devises. Le Congo était le cas parfait qui se retrouvait dans la position où il fallait en effet rentrer en contact avec le Fonds monétaire international. Et après négociation, comme on a pu le dire, nous avons eu cette facilité élargie dont le montant est connu.
Bien sûr, c'est une dette. C'est une dette à taux zéro, mais qui se rembourse. Donc c'est une dette plus que concessionnelle. Elle est à taux zéro. La somme encaissée, c'est la somme remboursée. Il n'y a pas de surcharge. On ne peut pas espérer mieux. Mais c'est un crédit. J'espère avoir répondu à votre question. Monsieur Borja Samba, directeur d'information à Télé Congo, il était certainement à la fête du 14 juillet et l'ambassade de France aurait peut-être essayé à donner des conseils. Le pays est habitué à attendre des conseils de beaucoup de ses partenaires, mais ça ne nous hérisse pas. Parce que nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous allons, mais également nous prenons des conseils. Nous prenons aussi des conseils qui nous sont donnés. Les bons conseils aussi, souvent, ce n'est pas forcément ce qu'on dit publiquement. Mais si vous avez noté ça comme des conseils, que la France nous aurait donné l'image d'avoir été le partenaire majeur pour l'aboutissement de ce dossier. Je n'ai pas à juger, c'est leur impression. Si telle est l'impression que vous avez ressentie, je n'ai pas apprécié. Au moins ce que je sais. Il y a eu la zone franc ici l'année dernière. J'avais reçu le ministre des Finances, avec qui on a eu à se parler. Il m'a dit, monsieur le Premier ministre, d'avance, nous soutenons votre programme. Voilà ce que nous comptons faire pour le programme du Congo. Le montant était annoncé. Je crois au plus, c'est 85 milliards de francs CFA décaissables en 3 ans. C'est leur contribution bilatérale. Si je l'ai cité dans le mot liminaire, c'est parce que toutes les ressources sont de nature multilatérale. Le Fonds, la Banque mondiale, la BAD. Le seul pays bilatéral, donc, qui a annoncé la couleur, c'est la France. Moi, je l'ai cité. Mais il y en aura d'autres. Dans les 780 milliards annoncés, comme des décaissements qui se feraient en faveur du Congo avec des conditionnalités. L'accomplissement des 40 mesures, nous pensons que les 780 milliards, là, c'est le minimum. On pourra enlever plus. Nous serons capables de dépasser les 1000 milliards, pourvu que simplement notre programme soit parfaitement exécuté. Et surtout parce que la confiance, elle est revenue, mais il faut qu'elle se conforte et les gens vont faire confiance à l'économie. Nous aurons des partenaires extérieurs, des bilatéraux, des hommes d'affaires qui vont à nouveau ne plus avoir cette frilosité de venir investir au Congo. Donc nous aurons plus de ressources que les 780 milliards annoncés. C'est juste le catalyseur, la ressource de la Fonds monétaire en elle-même, ce n'est pas important. Mais ça déclenche les autres types de ressources. C'est un catalyseur, pas plus. Donc, j'espère avoir répondu à la préoccupation de M. Borja Samba. La France est un partenaire, un grand partenaire du Congo, mais le conseil d'administration, c'est le monde entier. Bien sûr, nous sommes heureux de l'appui de la France, comme nous l'avons dit pour les autres partenaires qui ont également appuyé. Même les pays peu connus, je peux les citer, dans l'espace congolais habituel, comme le Brésil, comme la Turquie, l'Inde. Mais nos premières discussions les plus difficiles à la fin, c'était avec eux. Vous voyez? Et pourtant, on ne doit pas grand-chose, mais ils avaient un point de vue important à donner et l'édition était difficile. D'ailleurs, après cette conférence de presse, je vais mettre en mission des cadres pour aller engager l'édition avec ses partenaires. Vous voyez? Donc, tout le monde a contribué à l'accord. Tout le conseil d'administration a compté. Il n'y a pas eu ceux qui ont compté plus que les autres. Mais, de notre point de vue, tous nos partenaires internationaux, ils ont eu un consensus pour nous donner cet accord. Et au passage, je vous signale que les États-Unis ne nous ont pas donné leur point de vue. Mais pour une raison bien précise, ils l'ont expliqué qu'on ne va pas s'opposer. Mais comme entre-temps, ils avaient un soupçon selon lequel il y avait le trafic humain au Congo, des êtres humains, dès lors qu'ils ont eu toutes les informations sur la question, y compris les décisions prises par le Congo, les autorités de l'ambassade sont venues me voir pour dire, monsieur le Premier ministre, aucune inquiétude, nous on n'appuierait pas formellement, mais nous appuyons, puisqu'en réalité,
vous avez rempli toutes les conditions, mais dans nos procédures, on avait déjà décidé que le Congo est classé dans telle catégorie. Mais cette catégorie, un petit noircissement en quelque sorte, sera levé en octobre 2019, mais on ne va pas s'opposer à l'accord. Donc, on peut dire que le monde entier nous a appuyés. Voilà, M. Samba, la réponse que je puisse vous donner. Donc, nous avons bien eu l'appui de tous les grands pays, comme les petits pays, mais tous les pays, bien sûr, qui siègent au Conseil d'administration, parce qu'il s'agit de tout le monde entier qui participe à ce Conseil. Le cinquième à intervenir, c'est M. Noël Marius Essaka. Il revient sur le crédit de 448 millions de dollars. Je crois que j'ai répondu. Quel intérêt contacter la dette? Beaucoup d'exigences. Oui. Comme tout banquier, il donne son argent, il veut suivre. Cet argent est à décaisser en 3 tranches. Tous les ans, en 3 ans, durant les 3 ans. Puisque nous aurons des revues, la première va commencer en décembre, tous les 6 mois, il vient regarder si les 40 mesures, le comportement de l'économie est conforme au programme que nous avons arrêté nous-mêmes, parce que les éléments sont connus, les repères sont connus. Évidemment, si cela est respecté dans les délais, ils vont décaisser, il y a tout un plan de décaissement qui est là. C'est progressif, ce n'est pas de l'argent qu'on donne d'un trait. Donc à cet égard, c'est peut-être l'occasion pour moi de dire à toute la population congolaise que l'accord tel que nous l'avons est une bonne chose, je l'ai dit, mais ces milliards, ce n'est pas l'argent qui tombe tout de suite, maintenant, sera progressif. Mais j'ai dit que c'est un minimum. Ils ne viennent pas régler toutes les questions financières du Congo d'un trait. Puisqu'on me fait dire que dans les marchés et ailleurs, les prix commencent à flamber parce que le Congo vient d'avoir beaucoup d'argent. J'attire l'attention de nos parents vendeurs, vendeuses et tous les commerçants que ce serait un comportement peu patriotique. Donc c'est bien des ressources qui sont là. Elles sont libérables progressivement en fonction des progrès qui seront accomplis par votre gouvernement. Donc, il n'y a pas une autre exigence que de respecter nos engagements dans le programme et les décaissements qui vont suivre. Le dernier à poser la question, c'était M. Guy Gervais Kitina. Il s'inquiète et veut savoir si, pour rembourser ces crédits, on va encore les assortir des engagements liés au pétrole. Non, ça n'a rien à voir. L'argent public est fongible. On vous l'a déjà dit, ce que nous voulons, c'est que le pays ait plus d'argent. Surtout pas du côté du pétrole seulement. Il faut que l'argent public vienne des autres secteurs, notamment le secteur hors pétrole, le plus important, ce secteur-là qui est un secteur de proximité avec tous les Congolais. Le pétrole, c'est bien beau, mais ça se passe en mer, ça concerne combien d'acteurs? Le reste, hors économie, hors pétrole, c'est toute l'économie nationale. Or, c'est dans ce secteur que la croissance est faible. C'est dans ce secteur qu'on attend la diversification. Donc, les ressources que nous aurons, quelle que soit la nature de ces ressources, toutes les ressources, dans leur remboursement, ce n'est pas attaché au pétrole, à la recette pétrolière, pas du tout. Puisqu'on nous dit que le Congo sera capable de mobiliser le maximum de ressources, et pour le remboursement, peu importe l'origine, il aura assuré ce remboursement. Il y aura peut-être une partie qui vient du pétrole, d'autres qui viendraient des douanes et impôts, pour lesquels d'ailleurs il y a des grandes réformes en cours pour renforcer l'assiette fiscale, donc l'élargissement de la base imposable, au lieu d'accroître le niveau des impôts, c'est-à-dire les taux, aggraver les taux. Et les secteurs concernés sont nombreux. Vous le savez, quand nous avons adopté les budgets, nous sommes intéressés à la forêt, avec le code forestier en cours de discussion, parce qu'on a estimé que la forêt n'apportait pas assez de ressources au Congo depuis l'indépendance. Et on s'est bien rendu compte que c'est possible de gagner un peu plus d'argent à travers le budget public. On s'est également rendu compte que le foncier, on aurait pu tirer assez d'argent dans ce domaine également. C'est pourquoi nous avons demandé
de revoir, par exemple, tout le système de titres fonciers, avec des coûts amoindris, que tous les Congolais puissent accéder à renforcer, conforter l'acquisition de titres fonciers à moindre coût, et ça protège mieux la propriété. Et les financiers, ça les intéresse, lorsqu'ils savent que c'est une propriété sécurisée, ça leur permet de lever les financements. Donc il y a toute une série de mesures qui permettraient au pays d'avoir des ressources, toutes les ressources, pour que le remboursement se fasse de façon lisse. Voilà, j'espère avoir répondu aux 6 intervenants. S'il y a une deuxième liste, M. Mayela, on est prêt à écouter les journalistes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ouverture de la deuxième liste. Jean-Claude Riembou, directeur de publication de Présence économique. Monsieur le Premier ministre, je vais vous poser une question qui est peu diplomatique. Tout simplement parce que le Congo n'est pas seulement un pays endetté, mais le Congo est aussi un pays qui est créancier. Et le Congo a prêté de l'argent à de nombreux pays, dont particulièrement les pays de la CEDEAO, qui sont aujourd'hui une zone en forte croissance. Et qu'il est bien temps que ces pays-là puissent aussi mettre la main dans la poche pour commencer à rembourser leurs emprunts, à point que nous puissions avoir des facilités pour mieux investir chez nous ici. Je voudrais savoir, comme aussi pour l'ensemble de la presse, quel en est le montant global de cette créance que nous avons à l'extérieur du pays, et aussi, qu'est-ce que peut faire votre gouvernement pour que vous puissiez recouvrer cette dette et que nous puissions l'injecter dans notre propre économie? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je suis Serge Lepote, journaliste à Télé Congo et présentateur de l'émission Congo Press Club. Ma question se rapporte à la problématique des traders. Vous l'avez parlé lors de votre propos liminaire, qu'il faut bien que ces traders puissent de bon cœur continuer donc à travailler avec le Congo pour un accord. Le Congo a trouvé un accord avec la Chine. Et moi, selon mes informations, un des traders Trafigura aurait déjà trouvé aussi un accord, mais il en reste aussi comme Glencore. Et moi, je voudrais poser à quel niveau se trouvent les négociations avec ces traders. Et quand vous parlez des bons cœurs, est-ce qu'il y aurait-il un mauvais cœur dans le traitement de ces dossiers? La deuxième question, vous avez parlé de l'importance pour le Congo de remplir au fait des exigences. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure en 2010, le Congo a trouvé donc l'accord de PPTE et nous sommes en 2019. Nous sommes en train de saluer un accord avec le FMI. Et la grande question, c'est la diversification de l'économie parce que tout cela est lié au pétrole. Le pays reste dépendant du pétrole. La diversification, on en parle depuis des lustres. Est-ce qu'il n'est pas finalement temps que cela passe du secteur purement théorique et que cela puisse être une réalité, au risque que peut-être en 2025, que vous convoquiez alors une autre conférence de presse, et au cours de laquelle nous serons venus saluer un autre accord. Merci, Monsieur le Premier ministre. Jean-Pierre Ngoma de la télévision du Congo. Je reviens sur une question qui fait souvent l'objet dans les milieux des intellectuels des débats. C'est une question, à mon avis, qui paraît avoir un caractère tabou. De plus en plus, dans les réseaux sociaux, dans les débats à la cité, Monsieur le Premier ministre, beaucoup de Congolais évoquent la possibilité de ce qu'ils appellent souvent le rapatriement des fonds publics, rapatrier les fonds publics qui sont dans les banques à l'extérieur du pays, bien évidemment, des paradis fiscaux et autres. Est-ce que cela fait partie de vos priorités, Monsieur le Premier ministre? Deuxième question, c'est un problème qui a un impact social réel aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, et qui a également un impact sur le processus d'échanges commerciaux, l'épuisement des réserves d'échange.
est-ce qu'il y a un programme de règlement de ce problème qui a, comme je l'ai dit, un réel impact dans les échanges au niveau entre le Congo et d'autres pays? La dernière question, vous me permettez que j'aborde la question du franc CFA, mais qui a un impact également au niveau de la zone CEMAC. Nous sommes une zone CEMAC ou la zone franc. Nous avons nos partenaires de l'Afrique australe, l'UMOA, qui se propose, eux, de créer une monnaie de la zone UMOA. Une démarche, c'est énorme, Monsieur le Premier ministre, qui aura un impact sur le franc CFA résiduel. Est-ce qu'au niveau de notre zone, la question est-elle vue? La question du franc CFA résiduel se pose-t-elle au niveau des différents États de la CEMAC? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. C'est Monsieur Sir Armer Yabat-Ngo de la Semaine africaine. J'ai juste une préoccupation. C'est celle de savoir, Monsieur le Premier ministre, quel est le niveau d'endettement actuel du Congo? Par là, je veux dire, quel est le montant global de la dette congolaise? Merci, Monsieur le Premier ministre. Moi, c'est Fiacre Combo pour les dépêches de Brazzaville. J'ai deux petites questions. La première, aujourd'hui, avec la crise, presque toutes les entreprises publiques, étatiques ou para-étatiques, sont en crise. Est-ce que dans le programme, vous avez envisagé un plan de relance de ces entreprises publiques? Je vais citer la Port autonome de Brazzaville, la Sopeco et d'autres sociétés ou entreprises publiques. La deuxième question, si vous me permettez, je vais évoquer la question de la gouvernance. La signature d'un accord avec le FMI est un tournant politique majeur. Est-ce que vous avez envisagé un remaniement ministériel? La question circule sur les réseaux sociaux. Nous voulons une réponse de votre part. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je suis Jean-Eudes Ganga, j'interviens pour le compte du site internet groupecongomedia.com. J'ai juste une question à poser. La voici. Nous avons obtenu cet accord, c'est vrai, qui a été signé entre le Congo et le FMI. Nous nous en félicitons. Mais je voudrais savoir, est-ce que l'accord que nous avons conclu aujourd'hui, c'est l'accord souhaité par le Congo ou c'est un accord par défaut? Merci. Merci. Monsieur Clotaire Yimbou, il dit que la question est diplomatique, mais il veut quand même qu'on sorte de la diplomatie en répondant. Oui, le Congo a prêté de l'argent lorsqu'on avait une embellie à des pays frères. Il ne me revient pas là au cours d'une conférence comme celle-ci, d'abord de citer ces noms. Diplomatiquement, c'est peu conseillé. Mais ces noms sont connus, mais je n'ai pas à les citer. Comme je dis, s'endetter, ce n'est pas un tort. Quelquefois, on a même prêté aux plus riches que nous. Parce qu'ils avaient exprimé un besoin et nous étions en mesure de le faire. Les informations en ma possession révèlent que la plupart des pays sont encore en période de grâce. C'est-à-dire, le remboursement n'a pas commencé. Il y a quelques intérêts auxquels ils font face. Mais, c'est un crédit qui sera remboursé, puis c'est bien un prêt. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de renflouer les caisses. Ces pays savent comment nous prêtions, on avait les moyens, on a moins de moyens. Donc c'est des pays, frères et amis, ils le savent. En conscience, ils savent qu'ils viendront eux aussi à un moment donné secourir le Congo qui se retrouve dans une période délicate. Donc cette question, laissons-la aux diplomates qui la gèrent, même s'il y a des questions d'argent derrière. Mais nous savons que le remboursement se fera. Nous avons des indices totalement probants pour dire que ça sera remboursé dans les délais convenus. Voilà comment je peux répondre à cette question.
Congo Press Club, il pose la question de trader. L'accord a été long, je vous ai dit 2 ans, 7 voyages du Fonds monétaire au Congo, 5 voyages de délégation congolaise à Washington. C'est très long. Vous avez également noté que comparé aux pays de la CEMAC, puisqu'ils sont venus en décembre 2016, ils sont allés immédiatement à l'accord. Chez nous, les choses sont allées un peu plus lentement. Mais il faut que je vous rappelle qu'on a vu notre accord pratiquement technique en avril 2018. C'est-à-dire on voit le cadrage, on voit tous les éléments de l'évolution de l'époque, on dit l'accord est bon. Mais ils nous disent, lorsqu'on refait le point, nous avons des déficits insoutenables. Et le Fonds monétaire nous dit, dans leur pratique actuelle, ils ne peuvent pas soutenir un pays qui a une dette insoutenable, c'est-à-dire incapable de payer. Il y va de leur propre crédibilité. Donc ils ont intérêt à nous demander de trouver toutes les assurances pour qu'on puisse faire face à la dette envers la Chine, envers les traders et la dette intérieure. Parce que nous la trouvons que par rapport aux revenus attendus, au cours de 3 années, vous ne serez pas capable de la payer. Donc, il faut rentrer en négociation avec les partenaires. Voyez-vous qu'un tel exercice ne dépend pas que de notre bonne volonté. C'est à la fin de la diplomatie, c'est beaucoup d'actions. Avec la Chine, ça a pris 1 an. Et quand la Chine a dit oui, ça a déclenché les choses, parce que c'était une fixation également sur cette dette. Quant aux traders, cette dette habituellement ne rentre pas dans la dette classique, mais c'est une dette commerciale. Mais n'empêche, on ne vous a rien caché, que cette dette, elle a pour défaut le fait qu'ils se font payer à la source. Autrement dit, quand le pétrole est vendu, ils prennent la quantité du pétrole. Ce n'est pas les montants qu'ils prennent, mais la quantité du pétrole pour se faire rembourser. Donc l'argent leur revient d'autorité. Évidemment, quand les prix sont très intéressants, ils amassent plus de dollars. Et on a estimé que ça ne peut pas durer longtemps. C'est donc un piège. C'est pourquoi nous avons demandé. Et de bonne foi, ça a été dit. Vous l'avez bien noté, merci pour votre perspicacité. Oui, il faut qu'il y ait la bonne foi de dire à nos partenaires, traders, de discuter avec eux. Nous leur avons écrit officiellement pour qu'on engage cette discussion. Je n'ai rien à vous cacher, même dans l'accord actuel. C'est un des points majeurs. Pour que l'accord se perpétue normalement, il faut qu'avant fin décembre, nous ayons trouvé une très bonne solution avec les traders, c'est-à-dire une solution compatible, où nous devrons devoir aux traders, en nous permettant de nous laisser une marge de manœuvre pour continuer à fonctionner, à donner assez de ressources à l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ces traders, c'est des gens qu'on connaît, c'est des structures, mais ce n'est pas des financiers, c'est des commerçants. Donc nous avons écrit, ils ont répondu, même un journaliste a dit qu'il semble que les choses sont très avancées. Au moins la volonté du gouvernement se dire à ces traders que nous allons parler avec eux, c'est urgent. Donc nous allons parler avec ces traders et ils vont continuer à travailler au Congo. Il n'y a pas que du pétrole, les mêmes traders, nous le retrouvons dans les mines, parce qu'ils sont vendeurs de matières premières. Donc, il y a aussi des précédents. Le Tchad avant nous a connu le problème, ils ont fini par négocier avec les traders. Donc, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas avoir un accord compatible avec le programme, avec ces différents traders qui sont des partenaires économiques qui travaillent avec le Congo, puisqu'ils ont dû, à un certain moment, été amenés à faire des avances nantis sur le pétrole. Donc cette formule aujourd'hui, nous voulons la casser. Donc on négocie avec eux utilement. C'est pourquoi la notion de bonne foi et la bonne volonté. Et comme ils commencent à agir, je pense qu'il y a la bonne volonté et notre message, j'espère qu'il sera entendu. Donc c'est bien cela. Bon, vous m'avez demandé c'est de bon cœur ou mauvais cœur. Bon, mais oui, ben, écoutez, je viens de le dire, c'est une discussion avec des partenaires. Ils vous tiennent
le pétrole qui est de l'argent, c'est très sûr. Ce qu'on leur demande, c'est de lâcher quand même un peu du lest parce que le pays a besoin de souffler. Ils n'ont pas besoin que le programme du Congo échoue à cause de les engagements de discussion. C'est dans ce sens qu'on va le leur dire, avec tous les arguments possibles pour qu'ils arrivent à comprendre que la dette sera payée. Ils continueront à travailler avec le Congo. Il y a encore du pétrole au Congo. Mais cette mauvaise passe, il faudra bien que nous la traversions ensemble. Ils savent lire notre programme et ils verront bien que s'ils continuent à se faire payer comme ça se fait maintenant, ben, il y aura un décalage. L'État n'aura pas assez de ressources et en même temps, ils se feront payer et il n'y aura pas d'équité, l'équité des créanciers. Ils seront super favorisés par rapport à d'autres créanciers. Ça, c'est une règle d'or lorsque vous travaillez avec les financiers. Tous les créanciers doivent être traités au même niveau. Après, l'autre volet, la question, c'est de parler de la diversification de l'économie. Ça fait de luxe qu'on en parle. Bon, est-ce que le programme en tient compte? Mais je l'ai dit dans le mot introductif. Oui, ce programme, dans sa négociation, nous avons bien dit, nous avons un PND. Vous connaissez les axes. Et ce PND, sa vocation de production, c'est qu'on ne va plus nous désintéresser du pétrole. Tant qu'on a du pétrole, merci. Mais c'est de tout faire cette fois-ci, que ça ne vienne pas un slogan. En effet, on est fatigué de parler de diversification depuis des années. Mais que concrètement, nous puissions développer des secteurs hors pétrole. J'ai dit les secteurs de proximité avec toutes nos populations. Si c'est la forêt, nos populations s'y retrouvent. Si c'est l'agriculture, toutes nos populations se retrouvent. Si c'est le commerce courant, l'assurance, les services, les populations se retrouvent. C'est ce secteur qu'il faut développer et le PND en dit long. Dans le PND, qu'est-ce qu'on vous dit? L'État apporte des ressources. Mais une bonne partie, elle a attendu des partenaires extérieurs, des gens qui vont faire de l'investissement chez nous. On les autorise à rentrer en leur donnant les conditions qu'il faut pour qu'ils investissent librement au Congo et qu'ils y trouvent bien sûr des retombées suffisantes pour justifier un tel investissement. Le manque d'accord était un frein psychologique. Maintenant qu'il y a un déclic psychologique, nous avons parfaitement conscience et volonté, en même temps la foi qu'en réalité, il y aura des partenaires qui vont se déterminer, qui étaient frileux, il y aura plus de frilosité et beaucoup viendront vers nous pour en effet investir dans des secteurs. Parce que, à mon niveau, j'ai dû souvent refuser des rendez-vous, ou ici ou à l'étranger, des gens qui sont prêts à venir investir chez nous, avec des montants précis, dans les secteurs précis. Je m'étais dit, tant que je n'ai pas le déclic avec le Fonds monétaire, autrement dit, avec la communauté économique et financière internationale, je ne parle pas avec les partenaires privés maintenant. On a parlé, mais je ne voulais pas aller trop loin, parce qu'ils me diront, mais monsieur, c'est bien beau, mais on nous apprend que vous êtes trop endetté, il n'y a pas de solution. Lorsque je viens investir, est-ce que le climat des affaires, est-ce qu'il est bon? Donc c'est pourquoi il faut qu'on règle les questions en amont. Et l'accord, qui n'est pas une panacée, et les réformes concernant le climat des affaires, vous connaissez le dossier, et ça va ouvrir les portes à tout ce qui viendrait vers nous. Donc, cette question de la diversification est au cœur du développement du Congo. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité, même une nécessité vitale pour le pays. Parce que quand l'économie est diversifiée, elle est assise sur un socle élargi, ce n'est plus le pétrole, donc il y a plusieurs trépieds qui soutiennent l'économie. Lorsqu'il y a des chocs, ils les supportent mieux. C'est comme un airbag élargi, où moindre choc, les conséquences sont quasiment perceptibles. L'intérêt de la diversification, c'est là. La crise, on vous a dit, la première cause était le pétrole. Personne ne s'attendait que sur le pétrole. Les 80% des ressources, dès que il y a eu des problèmes, évidemment, ça a tombé à 32% des ressources du pays, brutalement. Or, on va amener le pays petit à petit à sortir de ce piège pétrolier. Hein? C'est bien l'intérêt. Donc, la réponse est dans le PND.
Maintenant, c'est M. Mbon qui demande le versement par tranche. Les priorités seront données où? Oui, le versement par tranche, j'ai des chiffres. Le Fonds monétaire est censé nous donner, mettons, 247 milliards. Avec 49 milliards, 390 en 2019, 74 milliards en 2020, 74 également en 2022, et le reliquat 49 milliards en 2022. Vous voyez, c'est des montants séquencés, avec un parcours d'étapes. Et la priorité dans les dépenses, pour ce qui est du Fonds monétaire, vous avez dû lire qu'on va nous donner 44 millions. Ce que j'appelle une mise en bouche. Dès que c'est signé, on vous donne automatiquement cette somme. L'avantage de vous laisser libre, c'est aussi que vous ne percevez pas certaines questions que vous ne posez pas. Jusque-là, je suis en soif de n'avoir pas entendu certaines questions qui auraient pu me permettre de parler plus que ça. J'entends dire, mais pourquoi seulement un petit montant comme ça? Oui, parce qu'on va clore bientôt. Il y en a qui se plaignent, mais ce n'est pas gros, ce n'est pas important. On s'attendait à des montants plus élevés. Cette question n'a pas été posée. Mais je me la pose et je vous donne la réponse. Hein? Cette facilité, en temps normal, on vous donne 100%. Nous avons une quote-part. C'est comme la part dans un capital. Le poids du Congo, d'abord de tous les pays africains, quand on fixe les quotes-parts, on a des montants très résiduels. Et ça nous amène à cette part. Facilité élargie, le mot élargi, après une série de concertations et d'indicateurs. Ce qu'on a fait dans le passé, comme nous sommes comportés avec le fonds, notre capacité à rembourser le crédit du fonds monétaire qui est à taux zéro, tout ça mixé, ils ont décidé, comme tout banquier, je vous donne telle somme. Et ils ont pris le forfait, 200% de votre quote-part, le double. Voilà le montant. Est-ce que c'est beaucoup? Je dis non, ce n'est pas beaucoup, mais c'est conforme peut-être à la réalité de notre pays. Parce que vous entendez dans les grands pays, c'est un milliard de dollars. Mais c'est ce montant qui est donné, mais nous considérons que ce n'est pas si élevé que cela. Mais j'ai dit, ce n'était qu'un catalyseur. Donc, dans l'application, pour revenir à votre question, dans l'affectation de ces ressources, quand vous allez lire les... Voilà, nous avons bien sûr tout ce qui est transferts sociaux, par exemple les Sungi, ils sont en augmentation. L'investissement, et nous l'ont dit, il faut investir dans les secteurs surtout productifs, notamment là où il y a la diversification économique. Ils augmentent. Mais c'est tout à fait conforme à la volonté exprimée dans le PND. Je vous ai dit que même la mise en bouche, là qui est autour de 25 milliards, lorsque nous l'aurons, elle va aller dans les secteurs sociaux prioritairement. Je vais en fait donner beaucoup de réactifs, au moins pendant 2 ans, même pas trop d'ailleurs, parce que j'ai vu que j'ai besoin d'améliorer là où on met les réactifs. Même le bâtiment lui-même n'est pas capable. Il faut améliorer ce bâtiment dans de bonnes conditions, qu'on ait beaucoup de réactifs, qu'on ait plus ce qu'on a connu. La crise au niveau de don du sang. On va soutenir certains secteurs sociaux comme la santé, où on nous dit qu'il manque de petites choses dans nos hôpitaux. Dans l'enseignement, nous avons repéré, en accord avec eux, c'est déjà préétabli. J'ai dit pour la première fois, le Fonds monétaire appuie énormément sur les dépenses d'ordre social. Parce qu'ils comprennent bien que quand le social se tient bon, c'est une sécurisation de stabilité sociale et politique aussi. Donc ces dépenses, ces 25 milliards de mise en bouche, elles sont déjà pratiquement affectées. 80%, ça va aller dans le social. Et les textes existent, les documents existent. Si vous voulez passer au ministère des Finances, on vous donnera les détails.
Voilà, monsieur Mbon, je crois avoir répondu. Monsieur Pierre Goma demande le rapatriement des fonds publics dans les paradis fiscaux. Bon, depuis mon arrivée aux affaires, j'ai demandé un peu exigeant. On ne m'a pas dit que l'État congolais avait des fonds publics dans les paradis fiscaux. Au savoir le disant, c'est même, je ne vais pas utiliser le mot, ça peut ressembler à une petite provocation. Vous voyez un État qui placerait l'argent dans les paradis fiscaux? Autrement dit, de l'argent qu'on cache dans des endroits où on ne peut pas savoir trop comment ça se passe. Paradis fiscal veut dire tricherie. Pourquoi l'État mettrait de l'argent public dans un endroit où personne ne peut contrôler? Donc, vous dites que c'est ma priorité. Mais je crois que la priorité, avant qu'elle ne devienne priorité, il faut que les faits soient d'abord révélés et avérés. Maintenant, si vous parlez de fonds privés, je n'en sais rien. Mais si c'est public, je peux vous dire qu'il n'y a pas de fonds publics qui seraient dans les paradis fiscaux. Vous l'avez dit, paradis fiscaux. Je l'aurais su. Évidemment, les réseaux sociaux aiment bien parler de ces choses-là. Nous tous, on écoute. Mais nous n'avons pas de fonds cachés dans des endroits où personne ne peut aller regarder. Voilà, M. Goma, la première réponse à votre préoccupation. Mais vous la posez, je vous connais, c'est sans doute pour qu'on décante ce climat quelquefois malsain des Congolais qui veulent trouver du tort à leur gouvernement, à leur pays. Quelquefois par manque un peu de patriotisme, simplement. Alors, non, il n'y a pas de fonds publics cachés dans les banques extérieures ou dans des endroits peu lisibles. Vous êtes revenu sur quelque chose d'essentiel du moment, l'épuisement des réserves de change. Oui, c'est une question actuelle, M. Goma. Nous avons en effet, on a dit en 2016, lorsque les chefs d'État se retrouvent, la préoccupation était de redresser les économies, mais en même temps de renforcer les réserves de change. Comme vous le savez, étant dans la zone CEMAC, qui elle-même est dans la zone franc, les réserves sont en commun. Une partie gérée dans un compte d'opération, comme vous le savez, et l'autre partie gérée par nous-mêmes. On ne le dit jamais assez. L'autre partie, la moitié, gérée par la Banque centrale elle-même, qui prend des risques à placer ses excédents sur le marché financier. Il gagne de l'argent, il peut en perdre, mais c'est un marché. Donc nous avons formé des spécialistes de marché pour gérer cette partie. On s'était bien rendu compte que les réserves avaient baissé, donc il fallait faire des réformes immédiatement, parce que quand il n'y a pas beaucoup de réserves, vous exposez la monnaie, et l'une des conséquences, c'est la dévaluation. Malheureusement, en 2018, à force de parler de dévaluation, et surtout vous la presse, on suit vos débats à la télévision. Souvent, vous n'avez pas toujours l'information, mais vous ne savez pas le mal que vous faites au pays. La parole est libre, mais mes amis, il faut la contrôler sur des questions délicates. Malheureusement, comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit, mais nous, Congolais ou étrangers résidant chez nous, se sont mis à retirer beaucoup d'argent dans les comptes. Peut-être le transformer en dollars ou en euros. Et j'ai des tableaux ici qui vous montrent la chute brutale des réserves, surtout chez nous au Congo. Et vous connaissez ces derniers temps, certaines banques n'arrivent même pas à faire leur transfert. Mais jusqu'au niveau des ménages, qui a un enfant à aider, voilà, ces petites opérations ces derniers temps, c'est devenu très laborieux. C'est désagréable pour un pays, pour une économie, pour l'image du pays. Il y a eu une réunion le 25 juin dernier à Douala, ou Yaoundé, Douala je crois, où tous nos ministres se sont retrouvés pour parler de la question, parler de la nouvelle réglementation de change. Les résolutions étaient prises
pour que tous les acteurs concernés jouent le jeu. La Banque centrale en premier qui est concernée. Elle a pris l'option de s'approvisionner en une quantité suffisante d'euros. Une partie surtout concernée essentiellement pour soutenir les besoins des États. Donc, le soulagement est pour bientôt. Mais en même temps, il n'a pas oublié le secteur bancaire. Nous sommes tous des clients des banques. On a des opérations. Parce qu'il n'y a pas de plus désagréable que de voir quelqu'un qui a son compte créditeur, il a son argent, il veut voyager, on lui dit non, pas plus d'1 million. On a eu un assouplissement également par rapport à cela. On a autorisé aux banques d'acheter des devises sur la période. Donc, elles vont avoir un certain renflouement de devises, toutes les banques. Mais les banques également, quand nous les analysons, chaque banque a sa situation réelle. Elles ont des rapports avec l'extérieur. Il y en a qui, pour leur propre gestion interne, sont débitrices vis-à-vis de l'extérieur. Pour éviter des risques systémiques, la Banque centrale est obligée, malgré tout d'en être conscient, d'apporter un concours à ces banques de manière assez prudente pour redonner de la crédibilité à nos banques, autrement dit à la monnaie nationale. Donc c'est une solution, c'est une question qui est en train d'être résolue. Mais c'est surtout le fait que nous devons mettre une nouvelle réglementation de change qui fait obligation à nous tous, notamment aux exportateurs. Quand ils vendent, avant on leur disait rapatriez tout. Votre argent, c'est normal, vous vendez. L'argent gagné, on ne le laisse pas à l'étranger. C'est l'attitude de tout exportateur. Parce que le Congo se trouve dans la position où l'argent sort plus que l'argent ne rentre. C'est un critère négatif, un critère dangereux. Vous avez des hommes d'affaires connus dans le pays qui font le commerce tous les jours. Dès qu'ils gagnent son million de chiffre d'affaires, ils renvoient les 80% à l'étranger, systématiquement. Nous avons toutes ces informations, on va revoir les partenaires. C'est pourquoi pour toutes ces questions, il est programmé une conférence économique avec tous les partenaires économiques dès la rentrée, autrement dit fin septembre, début octobre à Pointe-Noire. Nous allons regarder toutes ces questions avec tous nos partenaires. Toujours donner la confiance que les gens ne soient pas frileux, que celui qui vend ce tissu, sauf s'il veut envoyer l'argent pour acheter un nouveau tissu pour renflouer le commerce. Mais si c'est pour cacher l'argent gagné, c'est une érosion que nous ne pouvons plus accepter. Donc, la question des réserves de change, pour le moment, elle se pose, mais elle est en train de trouver de bonnes solutions. Et nous avons appuyé le projet de réforme de réserve là, qui est fait, qui me paraît souple. Par exemple, on autorise aux banques. Avant, on leur disait, vous devez avoir quelque chose à l'extérieur, il faut les rapatrier. Maintenant, on les autorise d'avoir, quand il y a une opération, on leur laisse un volant de trésorerie de 30% de la recette pour leur permettre de couvrir les opérations, les engagements qu'ils ont à l'extérieur. Parce que l'économie, pour qu'elle marche, c'est les entrées-sorties. On vend. Notre pays, on dit extraverti à l'époque, on le disait, il est encore tourné sur l'extérieur. J'ai le ministre d'État chargé du commerce et des approvisionnements. Vous voyez le mot approvisionnement, c'est-à-dire que les choses qui viennent d'ailleurs, souvent. Donc on est comme un pays, vocation importatrice. Non, il faut inverser les choses. Vous voyez? C'est ce qu'est en train de faire monsieur le ministre, justement, les ministres producteurs, pour que le ministre Silo, le ministre d'État ici, au moins il va approvisionner, mais le vrai bout de dossier, ça sera qu'il soit capable, lui, de vendre, pour qu'on ait le maximum d'argent dans le pays. Donc, on a donné des souplesses aux banques pour que la situation que nous vivons soit derrière nous. Donc voilà la réponse que je devrais donner. Donc c'est une question de confiance et la confiance devait revenir avec toutes ces mesures qui sont arrêtées au niveau du comité ministériel, donc de tous les ministres des Finances de la sous-région, en accord avec bien sûr les autorités de la Banque centrale.
il est venu sur le CFA, où dans la zone UEMOA, comme notre zone CEMAC, ils ont convenu qu'au niveau de la CEDEAO, ils doivent créer une monnaie. Ils avaient un projet depuis longtemps, ce n'est pas un secret. Ils parleraient d'une monnaie qui s'appellerait l'ECO. Une autorité de haut niveau de ce pays, de cette zone, laisse entendre mais que l'ECO serait pratiquement à la même parité que le CFA. C'est un débat, il est ouvert. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, ici, s'il y aura un impact? En effet, oui, vous avez raison, il y aura forcément un impact. Dans nos problèmes de réserve de change, l'impact avec la zone UEMOA, il est réel. Puisqu'il y a beaucoup de ressortissants de la zone UEMOA, acteurs économiques chez nous. Les marchés parallèles qui se sont créés, notamment dans le domaine des devises, vous le savez bien, les acteurs, ce n'est pas des Congolais. Si demain il y a une monnaie créée dans certaines conditions, oui, c'est à nous d'être vigilants. Est-ce que nous sommes restés amorphes? Je dis non. Il y a une grande réflexion qui est menée dans mon cabinet, ça c'est le secret, hein, mais je mène une réflexion. Elle sera portée à un moment donné à des niveaux plus importants. Donc nous ne pouvons pas rester inertes. Et le gouverneur, la Banque centrale et les services techniques seront, bien sûr, appelés à réfléchir sur toutes ces mutations. Parce que le problème de la zone franc a tellement pollué l'atmosphère. Souvent, on prend le côté émotionnel. On ne lit pas les évolutions ni les chiffres. Nous allons fabriquer notre propre monnaie. Donc l'industrie de tirer les billets, c'est pas ça la monnaie, ça c'est du papier qu'on fabrique, c'est une simple industrie. Donc la monnaie est quelque chose de très nuancé et très subtil. Donc c'est une invite, je crois, pour la zone CEMAC de réfléchir sur la question. Je vous dis, nous ne sommes pas amorphes. C'est un sujet donc que les autorités de la CEMAC devraient prendre en compte et peut-être élargir la CEMAC au-delà de la CEAC, parce qu'ils l'ont élargi à un espace beaucoup plus grand. Mais ceux qui connaissent ces zones également savent le niveau de volonté politique de nos États par rapport à la question de mettre des questions de souveraineté ensemble et agir de concert. Ceux qui sont proches de ces questions savent les avancées et les lenteurs. Une monnaie à seule, le Congo, il veut la monnaie, il l'a fait. Mais si on veut être nombreux, c'est négocier avec beaucoup de pays. C'est un beau rêve d'avoir toute la CEAC. Vous voyez ce qu'elle regrouperait comme membres. Donc, là aussi, comme a dit un des journalistes, c'est une question hautement stratégique et diplomatique. Donc, je ne peux pas en dire plus. Monsieur Sayat veut savoir le niveau d'endettement du Congo. Je crois que j'ai le chiffre, j'ai amené le chiffre. Bon, la dette du Congo, pour votre information, c'est des choses qui varient, hein? Mais dans les grandes lignes, pour fixer les idées, la dette officielle, nous pouvons l'estimer aujourd'hui à 5 580 milliards de francs CFA. Et dedans, bien sûr, vous avez la dette extérieure et la dette intérieure. La dette extérieure, c'est 3 861 milliards. La différence, 1719, c'est la dette intérieure et autres créanciers. Maintenant, dans la dette extérieure, les multilatéraux, Banque mondiale, Fonds monétaire et autres, on est à 209 milliards. Les bilatéraux, Club de Paris, 197 milliards. Bilatéraux non Club de Paris, 239 milliards. Bilatéraux non Club de Paris et la Chine, précisément, 1360 milliards. C'est celle-là qui a fait l'objet de la restructuration. Ça fait 20,8% de la dette du Congo. Et les traders, donc la dette commerciale, elle est à 965 milliards.
Ça fait 14,8. Donc voilà dans les grandes lignes. Quant à la dette intérieure, le chiffre qui est là, 1700, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure qu'elle sera auditée avant de payer. Parce que nous avons le sentiment que dans cette dette, il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc, voilà le niveau d'endettement. Mais le Congo de nos rêves, lorsque il va annoncer une vraie croissance, et nous estimons une croissance de 5,4% cette année, on espère qu'elle sera légèrement en baisse, mais tout de même une croissance en 2020-2021. Nous sommes en capacité. Je vous ai dit, notre PIB est autour de 6,6 milliards. On peut passer à 7 ou 8 milliards. Donc quand vous allez faire le numérateur et le dénominateur, forcément, on va avoir un taux d'endettement beaucoup plus faible. Donc c'est une dette qui paraît lourde parce qu'on a moins d'argent. Le jour où nous allons avoir la ressource, et c'est possible de lever des ressources nouvelles, la dette sera devenue supportable. Voilà donc, M. Sayat, j'espère avoir répondu amplement à votre question. Je n'ai pas retenu le nom de celui qui a posé la question sur l'avenir des entreprises publiques. Et oui, bien sûr, dans le PND et dans les réformes en cours, nous avons des réformes de la gouvernance. Nous avons les réformes que nous menons dans le secteur public. On a même un crédit de 40 millions de dollars donné par l'AID. C'est une agence de la Banque mondiale. Il y a quelques jours, le conseil même s'est réuni le piste sous l'autorité de mon conseiller spécial qui est dans la salle. Ça concerne quoi? Mais c'est de financer justement, de soutenir les réformes dans ce secteur. Des entreprises publiques qu'on peut sauver, de renforcer nos systèmes fiscaux, d'améliorer le système d'information au niveau des douanes et impôts. Donc une bonne informatisation, puis ils sont allés voir ce qui se passe au Rwanda. On peut faire parfaitement pareil. Il faudra réhabiliter ce qu'on appelle le CI de l'époque. Si ça a changé de nom, je crois, AXI, c'est le nom. Qu'il ait suffisamment de moyens de promouvoir l'informatisation de tous nos services pour faciliter les choses. Pour que toute l'information soit maîtrisée à travers le système informatique protégé. Comme ça, les flux financiers seront sécurisés. Celui qui doit à la douane n'a pas besoin d'avoir le douanier en face de lui pour payer. Celui qui doit les impôts, il paie depuis chez lui, Internet et le reste. Le système de moyens de paiement a été réformé. Donc, toutes ces réformes-là, nous avons un crédit de 40 millions de dollars, plus nos propres ressources, pour soutenir justement les efforts de réforme. Ça fait partie des 48 mesures. Il faut les mettre en œuvre. Une réforme, on pense, on met en œuvre, on applique, on exerce, après on fait des essais et on constate sa forme, surtout dans le domaine de l'informatique. Ça prend un peu de temps. Et je vous ai dit que nous on jouait, le temps est très serré. Donc on fasse de la célérité dans toutes nos réformes, y compris celles qui concernent donc le secteur des entreprises publiques, comme Sopeco, comme Congo Télécom et le reste. Hein, les dossiers comme le CFCO, il a bien démarré, mais il a démarré timidement. Nous ne sommes pas encore contents de ses pierres, de ses performances. Et pour cause, c'est parce qu'il a encore les pieds nickelés. Donc il faudra trouver des solutions. Donc nous sommes totalement conscients des efforts à faire au niveau de soutien apporté à notre secteur public. Il finit par le remaniement ministériel. Vous le voyez dans les réseaux sociaux. Pensez-vous que même s'il y avait le remaniement, je dois vous le dire? Donc c'est une question qui n'a pas son objet ici. Le dernier c'est de Ganda, Congo Média. Il nous demande si c'est un accord souhaité ou un accord par défaut. Mais quand c'est souhaité, le terme équivalent, au contraire, ce n'est pas le défaut. Ou on souhaite, ou on oblige, l'obligation ou le souhait. Donc je ne sais pas. Forcé, à la limite, vous voulez dire. Mais je vous l'ai dit d'entrée de jeu que c'est notre accord.
c'est notre accord. Nous avons fait l'évaluation qu'il y avait des déficits importants. Au lieu de déficits jumeaux, on a trouvé presque 4 déséquilibres. Tous les équilibres habituels d'une économie qui marche, tous ces secteurs sont dégradés. Le volet des balances de paiement, le volet des finances publiques, le volet, un des éléments importants, le volet de l'emploi. Parce qu'il y a trop de chômage. En termes économiques, c'est un déficit, c'est une perte, c'est un gaspillage. Donc il faut bien trouver des solutions à tous ces déséquilibres. Donner les moyens à l'économie pour qu'elle redémarre sur des bonnes bases. Et le choix était d'arrêter un programme, de voir des mesures de renforcement de la base économique. On veut l'économie congolaise potentiellement est une très bonne économie. On a eu une passe difficile, c'est pourquoi on a mis le programme et on a voulu associer le Fonds monétaire volontairement. On avait le choix aussi de ne pas aller avec le Fonds. Mais vu la taille des déficits, de notre point de vue, ça aurait été peut-être plus chaotique. Je vous ai dit qu'on a eu l'accord, ce n'est pas une panacée, il y a des conditions, mais c'est le moindre mal. L'accord ne règle pas toutes les questions, mais je considère qu'on est sur la bonne voie. C'est la bonne décision la plus équilibrée, la plus raisonnable, mais aussi la plus responsable. Sinon, on peut faire la fuite en avant, on trouvera des gens prêts à nous prêter de l'argent. Dans le monde entier, on trouve de l'argent, même l'argent peu recommandable. Mais le pays ne peut pas se permettre de tomber dans une telle posture. Donc la décision que nous avons prise, je crois qu'elle est raisonnable. Elle est politiquement raisonnable, socialement raisonnable, économiquement raisonnable. Donc c'est notre accord, nous l'assumons avec l'appui des partenaires extérieurs qui ont été cités, mais en disant que c'est un déclencheur psychologique d'abord. C'est vrai, 780 milliards, on pense qu'on va dépasser cette somme. Le Congo, quand il y avait l'embellie, on avait des budgets d'investissement qui dépassaient les 1000 milliards. Donc il est normal que les Congolais se disent, mais cette somme qu'on va avoir en 3 ans, ce n'est pas grand-chose en effet. Mais c'est beaucoup de choses pour nous, dans le contexte actuel, parce que nous sommes convaincus que si le programme est bien exécuté, on aura tous les 780 milliards et on aura davantage que ça. Par les différents canaux que j'ai indiqués tout à l'heure. Donc ce n'est pas un accord par défaut ou une décision par défaut, c'est une décision parfaitement assumée, parfaitement assumée, parce que nous avons l'analyse de la situation de notre pays, de notre passé, de nos pratiques, et aussi, nous connaissons nos espérances, nous savons ce que nous voulons pour le pays, et nous pensons que travailler avec le Fonds, c'est loin d'être une hérésie, c'est une décision raisonnable. Mais ce n'est qu'un début des bonnes solutions. Voilà comment je peux répondre à votre préoccupation. Ben Assis Gomo, qui m'a insistangu na télévision congolaise, na mbokolo ya kisalu ya Premier ministre. Kiuvu ya munu ni yai ya ntete. Mbongo ben vani kusosa na kisalulu ya inza meza bana na kunata bumpwanza na ndiatusuli ya bimvwama meku pesama. Na mbongo ina wapi manaka ya mfunu luyalu ya Kongo keza bakukubika samu na mambote ya makanda. Yazole wapi mutindu luyalu kebanda kuvutula mbongo yai mpe yina bakena kudefa na isi ya Chine. Ya tatu mpe ya ntsokunu ni yai bandandu ya mbongo ina kena kukatuka na ntswasokulu ya kimvwama mutindu mpaku douane mpe kimvwama ya bamfinda mpe ya matadi ya ntalu lenda kupesa ve muswa na luyalu ya Kongo na kuvutula nyoso ya mbongo benke na kudefa na bamvwama. Matondo mingi tata Premier ministre. Merci na question que me
pesa na munu. Bon, bet me zonza awa. Bet me kwena na programme na Fonds monétaire international. Il y a que programme ya bet mosi. Il fallait bet zonza na Fonds monétaire. Institution va cela ya sama na ba bantu, na ba boala, ina kena ba problème. Ya mbongo, simbongo mukuma fioti, ba problème mingi. Ba kwenda toujours côté la banque qui s'appelle Fonds monétaire. Ya oida bet mezonza wa bet makuzwa mbongo, ba ko pesa yao pendant ba mvula tatu, mais au fur et à mesure faut bazaba que bet ko na ku appliquer ba mesure mingi. Mozonza 48 mesures. Comme ça, va que contrôler au fur et à mesure de couper sa mbongina. Mais Fonds monétaire qui a une motivé, Maison de Banque mondiale, BAD, la France m'a annoncé monter à Yann, tout ça qui pèse à 780 milliards. Nous avons aussi que mbongina, il y a que mingi, mais mingi ve. Mais elle est d'avant mingi, c'est beto mosi. Salangolo. Surtout pour développer qui salut à côté de Mezonza, il y a des douanes impôts. Bête me changer le directeur de la douane. Mezonza n'a pas. Contexte est difficile, mais alors, mettre croire un rendement fiscal. Mais bah, au moins aussi, pas que tributaire d'activité économique. Donc, clé, il y a membre, il y a que développer dans bon bête kouzoa, il y a que développer investissement dans le secteur façon agriculture. Côté à banque que ça là, Haïtina, exploitant forestier, qu'on a bête l'endroit bongo ming. Et les autres secteurs, comme le tourisme, bête maison aussi que mbongina, il y a qu'à aider l'État à couper ça dans l'hôpital, dans l'école. Par retard, vite vendre avoir na bourse ya bana. Il y a au Congo, dans l'étranger. Ça c'est du social. Et puis qu'il faut aussi dette intérieure. Bon, on de défendre avec commercer au Congo. Il va s'aller dans l'État, mais l'État bon veut, donc au moyen qu'il faut que lever. Donc, oui, bon, il y a un que faut ailleurs. Fonds monétaire. Taux d'intérêt zéro. Il y a aussi il y a cher mingi mais il faut beto futa yao. Mais na kufuta yao pour aller à beto kana mbongo en potentiel face aux zones na français. Il suffit ba ministre que là où on a pas service à bas on a peuple nous on a pas congolais. Beto ça la bonne volonté na ku développer l'agriculture de façon scientifique et ordonnée. Alors Fioti, déjà au côté vivrier, il y a des abîmes et des mosi. Moi, il y a des informations de plus en plus, les jeunes Congolais, il n'y a pas de diplôme, ils s'intéressent au secteur agricole. C'est très pénible ce secteur. L'État doit les appuyer. Il doit les appuyer. Il y a que l'État vient à l'agriculture, ce n'est pas son rôle. Mais il y a qu'à appuyer bas. Bet que renforcer bantu na ba ministère ina parce que ba mkuba cadre mingi mekwendaka parce que bet mezaba que au muna kudia bet vanda autonomie au dia bien ya beto mosi et c'est possible côté ba mine ngeme zonza là aussi ba mine oui il y a que activité à nende mais souvent il y a que ba partenaires étrangers qui cuisinent à beto ba investissement nende mais c'est fonction à marché mondial. Mais au moins le peu qui existe, peut-être renforcer pour faciliter la recherche que mingi na kusala, ben quoi na ba conseil de ministre, va me la permis intel, permis, pas permis. Tout ça, peut-être ça va condition, c'est pas seulement faire la recherche, mais il faut qu'il le trouve et exploite. Comme ça, va pesa qui ça na bantu, bongo pe kota na bois là-bas ba ka impôt. Mozonza wa ka impôt na douane. Peut-être renforcer le système, il y a tout ça mbongo. Prévention, il y a que l'outa bien que zaba que ngeme faut mbongo on a rien retiré au passage. Il y a une
Congo, pendant le programme, il y a 3 ans et au-delà, il y a suffisamment d'argent pour rembourser la dette. Mais il y a quel comportement d'abord. Face au bête qu'on a dans quartier, hein? Tu as un besoin urgent, tu as la camarade qui fait ami à quartier, pèse à 10 000. Il y a me pèse. 2 jours encore 10 000. 15 après, commence à dire, eh, mais me fout avec. Donc si les baka ils font des fouta, comme ça, camarade angé qui vend la confiance. Si elle me zolangé après dit non, moi me zalangé, baka pesangé bonga, fouka, tu ne payes pas. Cette fois-ci où je donne, parce que lorsque je prétends que vous avez confiance, je vais passer na kati. De toute façon, l'État, endettement c'est bien, mais si je vais baka fouka na camarade angé à 10 000, c'est que ça me kwenda kunywa bière. C'est là où on parle de la qualité de la dépense. Hein? C'est un chef de famille. Hein? C'est comme l'État, tout est ouvert, mais l'État doit discipliner sa dépense. Et puis, bon, on sauvé. Parce que après, conjoncture économique, toujours que l'ISV, oui, que ça l'attention. Parce que nous avons changer le rythme pour gérer Mbongina. Nous avons une méthode pour la kati, nous avons une réforme, nous avons discipliner, les gestionnaires, discipliner la politique, nous avons les Congolais, nous des acteurs sociaux. Hein? Que nous tous, nous croire que si Mbongo met quota, nous devons respecter Mbongo Beto. Parce que Mbongo, des fois, il y a que vendre toujours, il y a que diminuer toujours moins liberté. Mais s'endetter à quel crime vert, il n'y a pas honte à cela. Pourvu qu'on ait des femmes bongo, ça m'a réglé un problème, un vrai problème qui peut s'engager capacité de te relever. Voilà, c'est ça mon zonza, mais je n'ai peut-être pas répondu à la question angé. Mon couteau angé va n'angolo mingi. Alors, je vais répondre de façon quoi. Donc, excusez-moi. Voilà, merci. Par des applaudissements, je pense que nous pouvons. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, donc au nom de la presse nationale et internationale, nous vous disons merci pour ces 2 heures d'échange. Finalement, nous avons passé 2 heures d'échange ici. Pensez-vous encore utile, Monsieur le Premier ministre, de dire un mot de conclusion ou nous pouvons... En réalité, la conclusion, elle a été tirée. J'ai dit tout à l'heure que ce programme est vraiment notre programme. En faisant une analyse objective de nos problèmes, vu le niveau important des déficits dans tous les domaines, il fallait apporter une solution. Soit par nous-mêmes, soit avec l'appui des partenaires. Habilités à faire cela. Nous avons fait le 2e choix, de façon consciente. Parce que nous avons estimé que c'était le choix le plus raisonnable. Peut-être même le moins pénible. Parce que vous avez bien vu que les conséquences sociales de ce programme sont quasiment inexistantes. Il n'y a pas de pression. Au contraire, on vient au secours du social qui est déprimé. C'est un programme totalement différent de ce que nous avons connu avec les PASS, les programmes d'ajustement structurel. Mais ça, vous le devez à la ténacité de vos négociateurs. D'entre deux jeux, quand le Fonds monétaire est venu, on leur a dit attention. Voilà comment vous êtes perçus dans les opinions. Voilà comment on va avancer. Nous avons donné, on veut de l'argent, mais pas n'importe comment. Donc on a fait franc jeu avec eux, on a discuté. On a été entendu. C'est pourquoi ce programme, nous considérons que c'est un bon programme. On n'a pas à en avoir honte. Mais le programme, il est exigeant. Parce que c'est 48 mesures à mettre en œuvre. Elles sont parfaitement maîtrisables par le gouvernement. Mais c'est une nouvelle cadence, une nouvelle organisation qu'il faut autour de cela. Et comme c'est notre programme, ce serait triste quand même que nous puissions échouer à ne pas l'appliquer. C'est pour ça que nous avons besoin, je crois, de l'implication de tous. Le gouvernement en premier, c'est le premier concerné, mais le gouvernement tout seul, il ne peut pas tout mener. Il a besoin de l'appui de tous. C'est pourquoi tout à l'heure, dans mon mot liminaire, je parlais de l'appui
vigilants. En même temps, l'appui qu'on a constaté de notre peuple qui a été patient. Nous continuons à penser que le peuple a besoin de faire preuve de patience. Je ne demande plus sa confiance, non. Quelques députés me l'ont reproché. Ah, pourquoi au vote de tenue demande la confiance? Mais oui, il faut travailler dans la confiance, au moins en notre sein, dans notre propre organisation. Il faut qu'on montre que on renforce la confiance entre les équipes qui vont gérer un tel programme, donner de la légitimité à ceux qui vont exécuter ces mesures difficiles, et enfin, qu'ils aient de la cohérence dans la manière de mener le programme. C'est absolument important. L'expérience a révélé que souvent, on avait quelques soucis dans la cohérence de nos décisions. Donc aujourd'hui, au moment où nous allons aller à l'œuvre pour mettre en place ces mesures, il s'agit d'avoir ces éléments, la confiance, la cohérence, la discipline, et puis bien sûr la redevabilité, de vous rendre compte par les canaux appropriés officiels, le Parlement et bien sûr la presse si vous le voulez, vous pouvez prendre des initiatives de venir nous voir aussi, et on vous donnera les informations qu'il faut pour que le peuple soit parfaitement informé. Et les difficultés en aura, mais notre rôle c'est justement de les surmonter de la manière avec beaucoup de douceur. Donc quand on a dit cela, je continue à penser que nous devrons comprendre que le pays n'est pas en péril. Le pays a une difficulté, on trouve maintenant un début de solution. Il ne faut pas casser le cou à cette solution que je considère comme raisonnable. Nous devons l'appuyer, mais l'essentiel de l'effort vient par nous-mêmes. Dixit, les propos du chef de l'État concernant notre ressaisissement national. Quand il nous a parlé de rupture, il nous a parlé d'antivaleurs. Tout ça, ça concerne la gouvernance. Oui, la nouvelle gouvernance, elle est résiliente. Il va falloir que partout, quand vous avez de l'argent public, ça impose un certain nombre de règles dans son utilisation. Et je vous ai parlé de la qualité aussi de la dépense. C'est comme ça que nous allons conduire le programme. Et également communiquer, expliquer pour que les gens comprennent pourquoi on fait cela. Donc j'ai confiance que les choses devraient bien se passer. Donc vous, journalistes, vous n'avez pas posé de questions tabou ici. Vous avez posé quelques questions qui sortent un peu de ce cadre. Vous voulez avoir peut-être des nouvelles têtes qui commanderaient ce programme, je n'en sais rien. Mais je dis, ce n'est pas ici qu'on répond à une telle question. Mais c'est le Congo. C'est toujours les enfants du Congo, les filles et les fils du Congo qui géreront toujours le programme. C'est toujours des Congolais. Mais ils ne sont pas sortis, comme on dit, la jambe de Jupiter. C'est les mêmes, comme je vous ai parlé des magistrats. On veut la bonne gouvernance au niveau de la justice. Mais c'est ces magistrats tels qu'ils sont là, avec leurs qualités et leurs défauts. Tout comme les hautes autorités, ils ont aussi leurs qualités et leurs défauts. Mais l'intérêt de ces communications, c'est de montrer que chacun devait regarder ses limites pour améliorer. Je vous ai dit, la conférence n'était pas là pour venir couper les têtes, mais c'est pour les redresser, pour qu'on aille droit, dans le même but et de façon ordonnée, organisée, dans la confiance. Voilà, je crois avoir tout dit. Je vous remercie beaucoup. Faites un bon relais. Voilà. Voilà. Relayez objectivement ce qui a été dit ici, librement. Je crois que les questions étaient libres. Ceux de vos confrères qui ne sont pas venus parce qu'ils pensaient qu'on avait piégé la conférence, ils en ont pour leur grade. Alors on continue à parler librement, de manière responsable, sans tabou. Voilà le nouveau Congo de demain, c'est celui-là que nous allons mettre en œuvre tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Excellences, Mesdames, Messieurs, ainsi se termine donc cette conférence de presse. Nous annonçons la sortie de salle de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Bakosala tobongisa Kongo Kongo yomboka